Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Des garanties pour la mise en œuvre de tout accord avec le Conseil militaire. C'est ce que demande le mouvement de contestation au Soudan, où Washington a dépêché un émissaire. Dans ce journal, nous parlerons d'une reconversion surprenante, celle de Jesse Morton. Cet ancien djihadiste, hier à l'origine des magazines de propagande du groupe État islamique, a aujourd'hui retourné sa veste. Hong Kong doit-il extrader des suspects vers la Chine? Pékin y est favorable et la situation préoccupe de près Washington, où de nombreuses voix se sont élevées. Bonsoir à tous. Un deuil national de 3 jours a été proclamé ce jeudi au Mali à la suite d'un conseil des ministres présidé par Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'État malien qui, selon la présidence, a d'ailleurs quitté Bamako pour se rendre sur les lieux de la tuerie du village d'Ogon de Sobanda, dans le centre du pays, où l'attaque dimanche soir a fait 35 morts, selon un dernier bilan. Le président malien est accompagné d'une forte délégation comprenant entre autres personnalités le cardinal Jean Zerbo, le pasteur Marc Goïta et 6 ministres. Lors du Conseil des ministres mercredi, le gouvernement a par ailleurs révoqué le gouverneur de la région de Mopti, le général Sidi Alassane Touré. Les villages de Sobanda et d'Ogosago se trouvent tous dans la région de Mopti où se concentre l'essentiel des violences au Mali. Je vous propose de suivre cet extrait du président malien au micro de Mamoudou Bokoum, notre correspondant sur place. Je crois que le temps du sursaut est largement venu. Ce que nous avons vu sera judicieusement exploité à tous égards. Pour l'heure, je dirais simplement que les regards ne se tournent pas vers où ils ne doivent pas se tourner. Il n'y a aucune espèce de conflit interethnique dans notre pays. Et les jours qui viennent, nous en donnons encore la preuve. Qu'il y ait des manipulations et des actes odieux aux fins de déstabiliser le Mali, oui. Mais ceux-là seront contrecarrés, ces actes-là. Ils seront contrecarrés de la plus belle des façons. Je crois que nos équipes à l'œuvre, aussi bien les équipes du pôle antiterroriste que nos forces armées et de sécurité, tous sont déterminés à ce que nous touchions du doigt, ce qui, dans ce centre Mali, empêche notre pays de tourner en rond. Et cette reconversion dont on vous parlait en titre, en 2009, Jesse Morton, alors grand propagandiste d'Al-Qaïda en Amérique, a lancé une publication en ligne intitulée Jihad Recollections, qui a donné naissance quelques années plus tard au magazine du groupe État islamique Dabigh et Roumaya. Mais ce même propagandiste est un homme différent aujourd'hui, s'inspirant des pratiques de l'ancienne publication. Il a lancé un nouveau magazine, cette fois dans le but de contrer la propagande djihadiste en ligne. C'est un reportage de Massoud Farivar, le récit est d'Arzouma Compaoré. 2 magazines sur papier glacé, 2 images. L'une glorifie le califat, l'autre montre sa violence. Nous utilisons un modèle et un support qui ont eu un succès incroyable dans le cercle du djihadisme. Grâce à cela, vous pouvez les atteindre et mettre fin à leur héritage. Morton était autrefois le principal propagandiste américain d'Al-Qaïda et créateur de Jihad Recollections, le premier magazine de propagande djihadiste. Mais depuis, il a renoncé à la violence. Il fait maintenant la promotion d'un message différent par le biais de son nouveau magazine intitulé Ahul Taqwa. Plutôt que de montrer des photos des personnes en train de tuer, comme si c'était une bonne chose, nous montrons des photos des personnes décédées dans la rue où se trouve une poupée à côté d'un sac mortuaire. La publication de 39 pages rivalise avec les magazines djihadistes en qualité de production, mais offre surtout une vision très différente du groupe État islamique. Dans une lettre à l'éditeur, Morton écrit « Ahul Taqwa ne cherche pas à tuer ces individus, mais à tuer leurs idées fausses et leurs idéaux erronés. » Mitch Silber, ancien directeur des services de renseignement du département de la police de New York, est le partenaire de Morton.
Clairement, le message, l'idée de Daesh, le mouvement est toujours là, même si l'organisation, le califat physique, a pris un coup. Le nouveau magazine a certes suscité un débat civil, mais il a également entraîné des menaces de mort contre ses créateurs. En République démocratique du Congo, pas moins de 50 personnes sont mortes ces derniers jours dans les tueries d'origine incertaine. Dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays, c'est du moins ce qu'indique le gouverneur de cette province, s'appuyant sur le dernier bilan qui date d'il y a 2 jours. Les violences qui ont commencé vendredi et se sont amplifiées à partir de lundi touchent le territoire de Djougou, au nord du chef-lieu Bunia. L'Ituri avait été le théâtre d'un conflit entre les communautés Emma et Lendou, conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003 dans cette province riche à nord, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Ces violences, ajoute le gouverneur, ont entraîné des déplacements des populations. Le virus Ebola a fait une 2e victime mercredi dans l'ouest de l'Ouganda. Il s'agit de la grand-mère du garçon de 5 ans, décédé du virus 24 heures plus tôt à Bouira, dans le district de Kasese, frontalier de la RDC. Les 2 victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques en République démocratique du Congo d'un proche décédé d'Ebola. 8 autres personnes qui ont été en contact avec les victimes ont également été placées en observation à l'isolement. Au total, ce sont 27 personnes qui ont été mises sous stricte surveillance selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS qui annonce d'ailleurs la tenue d'une réunion de son comité d'urgence demain, 14 juin. Apparue en août 2018 en RDC, l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 1300 morts. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation au Soudan, demande des garanties régionales et internationales pour la mise en œuvre de tout accord conclu avec le Conseil militaire. C'était à l'occasion d'une conférence de presse à Khartoum hier. Dans le même temps, Washington a dépêché un émissaire dans le pays pour relancer les négociations qui ont échoué le mois dernier entre militaires et civils. Les précisions avec Irénée Herman Ombo. Au soir de l'arrivée à Khartoum de l'émissaire américain sur la crise soudanaise Donald Booth en compagnie du secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique Tibor Nage, les leaders de l'Alliance pour la liberté et le changement sont à nouveau montés au créneau pour réaffirmer leurs exigences. Nous rejetons toute négociation directe avec le Conseil militaire. Nous ne pensons pas que négocier directement avec eux sera utile. Si nous négocions, ce ne sera que pour parvenir à un accord définissant les procédures de passation du pouvoir à un gouvernement civil. C'est la seule condition à laquelle aspire le peuple soudanais et c'est la seule condition énoncée dans les chartes internationales. Le monde aujourd'hui n'autorise plus la reconnaissance d'un coup d'État. Washington a toujours appelé à un transfert du pouvoir aux civils. Son émissaire devait rencontrer ce jeudi le chef du conseil militaire de transition à Khartoum et des diplomates de la région pour favoriser la reprise de pourparlers entre les généraux soudanais et la contestation. Cette dernière rejette cependant la promesse d'une enquête annoncée par les militaires pour situer les responsabilités de la répression sanglante du sit-in du 3 juin qui a fait plus d'une centaine de morts. Nous ne pouvons pas accepter les résultats d'une enquête menée par le Conseil militaire, car naturellement, on ne peut pas être accusé de quelque chose et être la même personne qui mène des enquêtes sur ces accusations. C'est contre les principes élémentaires de l'enquête. Après 3 jours de quasi-paralysie dans la capitale, les manifestants ont mis fin mardi à leur campagne et accepté à la faveur d'une médiation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed le principe d'une reprise des pourparlers avec le Conseil militaire au pouvoir. Allons tout de suite au Soudan retrouver Patricia Young, correspondante de VOA Afrique. Vous êtes en ce moment à Khartoum. Patricia, bonsoir. On évoquait tout à l'heure cette conférence de presse des meneurs de la contestation qui s'est tenue hier. Il y a celle du Conseil militaire qui était prévue ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Oui, donc la coalition d'opposition, eh bien, elle continue de réclamer que les militaires acceptent de partager le pouvoir avec les civils. Donc, avant de retourner à la table des négociations, elle veut que les conditions qu'elle a posées soient remplies, et notamment le rétablissement d'Internet, la libération des prisonniers politiques et surtout l'ouverture d'une enquête sur le massacre du 3 juin devant le siège de l'armée à Khartoum. Les militaires, effectivement, tiennent en ce moment une conférence de presse. Il semble que le Conseil militaire de transition, qui est donc au pouvoir depuis la chute du président Omar el-Béchir, reconnaissent que le massacre a été commis par des soldats, mais nie avoir donné les ordres qui ont mené à la dispersion sanglante du sit-in. Donc selon le CMT, des soldats et des officiers soupçonnés d'avoir commis des brutalités auraient été arrêtés, mais ça reste une version difficile à croire du côté de la société civile. Tout à fait. Alors, les meneurs de la contestation sont prêts pour le dialogue, mais exigent des garanties régionales et internationales. Et puis, il y a un émissaire américain qui est arrivé à Khartoum. Qu'est-ce qu'on sait de cette visite et le dialogue reprendra-t-il vraiment entre militaires et l'ALC? Oui, donc le secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour les affaires africaines, Tibor Nagy, était à Khartoum ces mercredi et jeudi, accompagné effectivement d'un émissaire spécial pour la crise au Soudan, le diplomate Donald Booth. Ils ont rencontré les représentants du mouvement de contestation et aussi les militaires au pouvoir. L'administration américaine tente de faire pression donc afin de relancer un dialogue au Soudan. Elle a aussi appelé à la fin des violences envers les civils. Mais si l'influence américaine est relativement limitée à Khartoum, eh bien ce n'est pas le cas des pays qui lui sont traditionnellement alliés, notamment l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes qui soutiennent la junte militaire. Donc c'est aussi sur eux que les États-Unis tentent de faire pression. Mais il y a encore beaucoup de doutes par rapport aux chances d'aboutir de cette médiation. Aujourd'hui, à Khartoum, la circulation avait repris, les magasins étaient ouverts, mais parmi la population, l'inquiétude demeure et le moral est assez bas. Patricia Young, je vous remercie. Je rappelle que vous étiez en direct à Khartoum. Le président américain Donald Trump a exprimé mercredi son espoir que Hong Kong et la Chine parviennent à une solution suite aux manifestations massives des populations. À Hong Kong, les habitants sont sortis dans les rues pour faire connaître leur mécontentement face au projet d'amendement autorisant Pékin à demander l'extradition des suspects vers la Chine continentale pour qu'ils y soient jugés. Alors que Trump a évité de prendre parti dans la controverse, le département d'État et certains législateurs américains ont déclaré partager les préoccupations des citoyens. Dili Diko. La police de Hong Kong a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants qui sont retournés dans les rues pour exprimer leur opposition aux amendements. La manifestation massive de dimanche était en grande partie pacifique, mais les troubles de mercredi ont contraint les législateurs à annuler le débat prévu sur le projet de loi sur l'extradition. Interrogé lors d'une conférence de presse avec son homologue polonais Andrzej Duda, le président Donald Trump s'est abstenu de prendre parti. Je comprends la raison de la manifestation, mais je suis sûr qu'ils seront capables de trouver une solution. J'espère qu'ils vont pouvoir résoudre cela avec la Chine. Jim McGovern, député démocrate du Massachusetts, a eu moins de retenue dans ses propos. Je suis horrifié par ce qui se passe à Hong Kong. Les manifestants pacifiques subissent la violence des forces de sécurité. C'est scandaleux. Il faut que cela cesse. Les opposants au projet de loi sur l'extradition y voient une atteinte à l'indépendance du système judiciaire de Hong Kong. Ils craignent également que ces amendements permettent au gouvernement communiste chinois de mettre la main sur des dissidents et d'autres personnes mal vues par Pékin. Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, a déclaré que la loi comblerait les failles juridiques permettant aux criminels de trouver refuge à Hong Kong. Elle insiste pour que le projet de loi soit adopté. Je ne ferai rien qui ne soit pas dans l'intérêt de Hong Kong. Le territoire de Hong Kong a connu plusieurs grandes manifestations depuis qu'il a été rétrocédé par la Grande-Bretagne à la Chine en 1997. Et la région autonome semble avoir du mal à éviter les empiètements de Pékin. Les activistes disent que ces manifestations sont une prise de position essentielle pour maintenir l'autonomie de Hong Kong. Vous êtes sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voici les titres que nous allons développer dans cette partie. Plus d'1 million de cas d'infections sexuellement transmissibles, pourtant curables, sont enregistrés chaque jour dans le monde. Alors, l'OMS tire la sonnette d'alarme. À l'occasion de cette journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, nous évoquerons ces croyances qui continuent à mettre en danger constant la vie des albinos. En sport, finale NBA, le diagnostic redouté est tombé pour Kevin Durant. L'ailier de Golden State souffre d'une rupture du tendon d'Achille et manquera donc le match de ce soir. C'est jeudi et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec la rubrique santé. Mohamedou Oumfa est là. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. On parle aujourd'hui des infections sexuellement transmissibles. Oui John, c'est à la faveur donc des données publiées le 6 juin dernier par l'Organisation mondiale de la santé, des données qui indiquent que plus d'1 million de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles guérissables surviennent chaque jour parmi les personnes âgées de 15 à 49 ans. Alors une situation qui est préoccupante alors même que, John, les campagnes de prévention contre les IST se déroulent depuis des décennies avec notamment la promotion de l'utilisation du préservatif. Il s'agit en fait, John, des résultats des travaux de recherche qui ont été publiés en ligne dans le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, des résultats qui montrent qu'il y a eu en 2016 parmi les hommes et les femmes âgés de 15 à 49 ans 127 millions de nouveaux cas de chlamydia, 87 millions de nouveaux cas de gonorrhée et 6,3 millions de nouveaux cas de syphilis, pour ne s'arrêter qu'à des maladies, des infections sexuellement transmissibles les plus connues. Alors, bien sûr, il s'agit d'un problème de santé publique, parce qu'il y a des conséquences non négligeables sur la santé des adultes et des enfants dans le monde. Alors, lorsqu'elles sont non traitées, ces infections peuvent entraîner des complications graves et chroniques, des maladies neurologiques par exemple, ou cardiovasculaires. Il y a par exemple la stérilité, beaucoup de gens sont stériles, ne savent pas pourquoi, et les grossesses extra-utérines, les morts à la naissance et des risques accrus de contracter une infection à VIH. Alors, ces IST sont également associés à un niveau élevé de stigmatisation parce que pour beaucoup de personnes, les IST sont encore une maladie honteuse. Alors, ce rapport de l'OMS, John, tire la sonnette d'alarme alors que depuis des années déjà, il y a des campagnes de prévention contre les IST. Espérons que cet appel sera entendu. Mohamedou, on va au Zimbabwe où les professionnels du secteur de la santé s'inquiètent de la baisse, n'est-ce pas, du recours des patients aux médicaments à cause de la hausse des prix de ces médicaments. Oui, John. Selon l'association des bailleurs de fonds du secteur de la santé au Zimbabwe, le nombre de personnes ayant recours à l'aide médicale a diminué de 50% depuis l'année dernière en raison de la hausse du coût des médicaments non couverts par une assurance. Et pour faire face à la situation, John, de nombreuses personnes au Zimbabwe se tournent vers les plantes médicinales et médicaments de la rue qui, selon les analystes médicaux, ne sont pas toujours efficaces. Alors le gouvernement affirme qu'une solution est en cours pour résoudre ce problème. Voici le reportage, John, que nous avons reçu de notre confrère Columbus Mavunga. Il est le correspondant de VOA à Harare, un reportage que j'ai traduit pour vous. Cet homme, âgé de 51 ans, victime d'une fracture à la cheville droite, traîne ici devant le plus grand hôpital du Zimbabwe après avoir été libéré par les médecins. Il n'a pas d'analgésique ni d'autres médicaments prescrits pour ses soins. Son assurance médicale n'est pas acceptée par de nombreux établissements de santé et pharmacies. Ils disent que les compagnies d'assurance prennent trop de temps pour payer les services. Nous devons donc payer en espèces s'ils n'acceptent pas les assurances maladie. Vous savez, aujourd'hui, l'argent est très rare à obtenir. C'est un grand défi. L'association des bailleurs de fonds du secteur de la santé du Zimbabwe a cessé de payer le traitement médical des patients comme Bambo, car le coût des services de santé est souvent prohibitif, même lorsqu'ils disposent d'une assurance médicale. Conséquence, ces patients se soignent à l'aide des plantes médicinales et médicaments de la rue.
Ces plans sont efficaces. Par exemple, certains malades qui ont utilisé nos produits pour traiter l'hypertension artérielle sont revenus après 7 jours nous dire que cela a fonctionné. Le problème a disparu. Donc, s'il est vrai que certains viennent vers nous faute de moyens de se soigner dans les hôpitaux, d'autres viennent parce que nos produits sont efficaces. Mais l'Association zimbabwéenne des médecins pour les droits humains affirme que le recours aux plantes médicinales ne saurait être la solution au coût élevé des médicaments ou des services de santé dans le pays. Nous ne connaissons pas leur effet sur le foie et les reins. Nous pourrions en effet avoir une insuffisance rénale à cause de l'utilisation des plantes dont il n'a pas été scientifiquement prouvé qu'elles sont efficaces et sans danger. L'Association zimbabwéenne des médecins pour les droits de l'homme souhaite que le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa augmente ses dépenses en matière de santé afin que les citoyens ordinaires puissent y avoir accès. Pour sa part, le gouvernement dit qu'il travaille sur la question et qu'il a commencé à s'approvisionner en médicaments. Reportage de Columbus Mavungo. Mohamedou Mfa, je reviens vers vous. Que dire de la solution du gouvernement face à cette, j'ai envie de dire, crise des médicaments? Oui, John, comme on l'a vu dans le reportage, il se dit que le gouvernement indien a fait un don de 250 000 $ au gouvernement de médicaments, au gouvernement zimbabwéen. C'est évidemment une solution de court terme parce qu'il faudrait qu'à terme, l'Afrique pense à mettre en place des industries pharmaceutiques de production locale de nos médicaments. Ce n'est qu'à ce prix-là, évidemment, qu'on aura les médicaments moins chers, les médicaments génériques. Ça peut se produire en Afrique à très bon coût et ça permettrait aux populations d'accéder aux médicaments à très bon coût et parce qu'on dépend encore trop de l'importation des médicaments qui coûtent évidemment cher, avec beaucoup de ce que cela entraîne comme coûts supplémentaires parce qu'il faut envoyer les médicaments en Afrique, il y a les monnaies qui ne sont pas pareilles. Donc il y a toute une structure qu'il faut mettre en place pour produire les médicaments en Afrique, les médicaments génériques, et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on aura des solutions de long terme dans le coût, la réduction des coûts des médicaments. Mohamedou Mfa qui nous revient donc, vous revenez des vacances et merci d'être là et vous serez là jeudi prochain. Le temps donc d'accueillir Yacouba Ouedraogo pour nous parler du sport. Yacouba, bonsoir. On fait un petit tour en France pour la Coupe du monde féminine de football. Bonsoir John et bonsoir à vous amis sportifs. Effectivement, il y a des nouvelles de la Coupe du monde féminine de football. Pour commencer avec l'Afrique du Sud qui joue présentement face à la Chine. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Africaines. Les Bayana sont menées 1-0 par les Chinoises depuis la 40e minute, but bien sûr marqué par Li Ying. Ce ne sont pas là les images des Bayana justement. Et donc l'Afrique du Sud est menée 1-0. Elle qui avait déjà perdu son premier match et si le score reste en l'état, 2 défaites de suite donc pour les Bayana, cela signifierait que ces dames sud-africaines seront tout simplement out. Nous parlons toujours de football, mais cette fois-ci chez les hommes. Haris Belkebla a été exclu de la sélection algérienne pour la CAN 2019. Le milieu de terrain de Brest a été mis à l'écart pour des raisons disciplinaires après avoir exhibé son postérieur sur Internet. D'après la Fédération algérienne de football, Saleh Maram, c'est assez sérieux. Alors qu'un de ses coéquipiers a joué à un jeu en ligne sur un réseau, Belkebla apparaît à l'écran et se déquilote, visiblement pour le déconcentrer. La Fédération algérienne de football précise que la décision du sélectionneur Djamel Belmadi a pour but de maintenir la discipline au sein du groupe. Il a été remplacé par l'attaquant de Montpellier, Indy Delort, l'attaquant de Montpellier que vous connaissez, dont le père est français, mais qui a une mère bien sûr algérienne. Lui sera du voyage des Fennecs en Égypte. L'international algérien défenseur du club français de Rennes, Rami Ben Sebaini, évoque les ambitions de son pays à cette CAN. Sans manquer de comparaison et d'humour, suivez. On sait tous que pour un pays comme le nôtre, une seule Coupe d'Afrique, c'est pas assez. Mais après, on est mieux que d'autres pays. Le Sénégal, ils ont 0. Donc, franchement, nous, en Algérie, le peuple, il vit pour l'équipe nationale, pour le foot. Donc, je pense, à mon avis, malgré ce qui s'est passé en Algérie ces derniers temps, je pense qu'ils seront là derrière nous pendant la Coupe d'Afrique. Et je pense même qu'ils vont se déplacer et aller même en Égypte pour nous encourager. Voilà donc Rami qui compare son pays, l'Algérie bien sûr, qui a eu jusque-là une seule Coupe d'Afrique des Nations de remporter au Sénégal qui n'a rien remporté jusque-là. Et donc, monsieur Rami, il faut se comparer au meilleur et donc comparez-vous peut-être plutôt à votre voisin égyptien qui lui compte 7 CAN remportés.
Nous parlons de basketball maintenant. John le disait en titre, le diagnostic redouté est tombé pour Kevin Durant. L'ailier de Golden State souffre d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite et sera éloigné des parquets pendant de longs mois. Durant 30 ans, s'est blessé lors du match numéro 5 de la finale entre Golden State et Toronto. Sa blessure a déclenché une polémique car il n'avait plus joué depuis un mois et se soignait d'une déchirure au mollet droit depuis le 8 mai. Certains observateurs ont accusé les Warriors d'avoir joué avec la santé du basketteur, une accusation que Durant a lui-même balayée après son opération, apportant son soutien à son équipe qui est menée 3-2, on le rappelle, avant le match numéro 6 ce soir, dans la salle donc des Warriors. À demain. À demain, Yacouba Ouedraogo, et on va regarder donc ce match ce soir. Parlons d'un autre sujet intéressant pour le continent. L'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical. L'apparence physique des personnes souffrant d'albinisme est souvent l'objet de croyances et de mythes erronés découlant de la superstition, ce qui favorise leur marginalisation et leur exclusion sociale, qui à leur tour donne lieu à toutes sortes de stigmatisations et de discriminations. Dans certaines communautés, comme au Mali, ces croyances continuent à mettre en danger constant la vie et la sécurité des personnes atteintes d'albinisme, comme le souligne Koumba Makalou, présidente de la Fondation Salif Keïta pour l'albinisme. Elle est au micro d'Arzouma Compaoré. La situation actuelle pour l'albinisme au Mali, en particulier, est beaucoup plus stable qu'elle a été dans le passé, juste dans le sens où il y a beaucoup plus de visibilité des personnes atteintes d'albinisme. Il y a toujours des idées qu'ils ne sont pas humains ou bien ils ne sont pas des personnes à part entière ou ils sont peut-être des personnes qui sont maudites. Il y a de l'ignorance de ce côté-là, mais il y a aussi de l'ignorance par rapport aux personnes atteintes d'albinisme et leurs familles à comprendre eux-mêmes quelles sont les difficultés qui viennent avec leurs conditions. Parce que, par exemple, les personnes atteintes d'albinisme, beaucoup ne savent pas qu'il ne faut pas être au soleil. Jusqu'à présent, ils ne comprennent pas que le soleil, c'est leur ennemi numéro 1. L'objectif de la Fondation Salif Keïta, c'est d'obtenir une meilleure vie, qualité de vie pour toutes les personnes atteintes d'albinisme au Mali et à travers le monde. Nous pensons que les personnes qui ont l'albinisme, ils ont droit au bonheur, ils ont droit à la liberté, ils ont droit à la sécurité, ils ont droit à vivre pleinement comme tout autre humain. Pour vivre, il faut être... Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonsoir.